Quand on parle d'IA dans les jeux vidéo, on s'imagine souvent une version un peu light de celle qui bat les champions du monde aux échecs. Une sorte de petite sœur moins douée. Et si c'était en fait tout l'inverse? La vérité, elle est beaucoup plus subtile et franchement bien plus fascinante. On va voir ensemble ce qui se cache réellement derrière ces fameux adversaires virtuels. Bon, pour bien commencer, il y a un truc essentiel à comprendre. C'est qu'en fait, il n'y a pas une seule IA, mais bien deux. D'un côté, on a l'IA de recherche, celle qui est obsédée vraiment par la performance pure. Et de l'autre, eh bien, celle du jeu, du divertissement. Et on va vite voir que leurs objectifs n'ont absolument rien à voir. Et c'est vraiment là que tout se joue. Prenons l'IA académique, le fameux AlphaGo par exemple. Son objectif, il est simple, gagner, écraser l'humain, repousser les limites de la performance, c'est tout. Mais l'IA dans un jeu vidéo, sa mission est, oh là, beaucoup plus délicate. Elle n'est pas là pour gagner à tout prix. Non, non. Son rôle, c'est de faire en sorte que celui ou celle qui joue s'amuse. Et cette petite nuance, elle change absolument tout. Là, on arrive vraiment au cœur du sujet. L'idée, ce n'est pas du tout de créer une conscience dans la machine. Pas du tout. C'est plutôt de devenir un maître de l'illusion. Le but du jeu, si on peut dire, c'est de créer une impression de vie, de programmer une intelligence qui soit calibrée juste ce qu'il faut pour le spectacle. Concrètement, ça veut dire que le travail de l'IA, c'est surtout d'animer ce qu'on appelle les PNJ, les personnages non joueurs. Tout l'enjeu, c'est de leur donner des comportements qui ont l'air logiques, crédibles, qui réagissent bien, juste assez pour que le monde du jeu semble vivant, cohérent, mais sans jamais écraser la personne qui joue sous une tonne de complexité inutile. Et pour vraiment bien illustrer cette idée, on va prendre un exemple. Mais un classique absolu, un jeu qui, même des décennies plus tard, reste une leçon incroyable sur la puissance de la simplicité. Ah, les fantômes de Pac-Man. On s'en souvient tous de ces petites créatures colorées qui nous pourchassent dans le labyrinthe. Leur déplacement, il a l'air complètement imprévisible, presque chaotique, non? On a vraiment l'impression qu'ils se coordonnent pour nous coincer. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans le code? Eh bien, la réponse est un grand non. Et c'est là que c'est génial. En réalité, derrière cette impression de chaos, chaque fantôme suit une règle unique et super simple. Le rouge, il fonce direct sur la cible. Le rose, lui, il anticipe, il vise quelques cases devant. Le bleu, il est un peu plus complexe, il essaye de prendre en tenaille. Et l'orange, bon, lui, il est juste un peu bizarre et imprévisible. C'est l'interaction de toutes ces petites règles, toutes simples et prévisibles, qui crée cette illusion parfaite d'une stratégie d'équipe. Et d'ailleurs, cette idée d'utiliser des règles toutes bêtes pour simuler un comportement qui a l'air complexe, elle n'est pas née avec Pac-Man, loin de là. Faut remonter jusqu'en 1950 avec le mathématicien Claude Shannon qui posait déjà les bases pour faire jouer en ordinateur aux échecs. 30 ans plus tard, Toru Iwatani, le créateur de Pac-Man, a juste repris cette logique, mais il l'a adaptée non pas pour la performance, mais pour le fun, pour le plaisir de jouer. Ce principe d'illusion, ça nous amène tout droit à un autre grand secret de fabrication. Une technique essentielle pour équilibrer un jeu, même si, à première vue, ça peut paraître un peu bizarre. Cette technique, c'est la triche. Ok, on est d'accord, l'IA, elle a une vitesse de réaction surhumaine, c'est un fait. Mais dans des jeux de stratégie super complexes, la créativité et l'anticipation d'un humain, ça reste encore supérieur. Alors comment fait l'ordinateur pour rester un adversaire à la hauteur? Quel est son secret? Eh bien, il triche. Voilà. Mais attention, ce n'est pas un bug ou un défaut, c'est un véritable outil de conception, un outil de design. Tricher, ici, ça veut juste dire qu'on donne à l'IA des avantages que le joueur humain, lui, n'a pas. C'est tout simplement une façon de compenser son manque de créativité et de s'assurer que la partie reste équilibrée et intéressante. Et ces avantages, ils peuvent prendre tout un tas de formes. Par exemple, dans un jeu de stratégie, l'IA peut recevoir plus d'or, comme par magie. Ou alors, elle peut produire ses unités beaucoup plus vite. Elle peut même débloquer des technologies sans avoir à faire de recherche. Et le plus classique, bien sûr, c'est qu'elle peut voir toute la carte. Elle ignore complètement ce fameux brouillard de guerre qui, nous empêche de voir ce que fait l'ennemi. Et le point vraiment crucial à retenir, c'est que cette technique, c'est le principal outil qu'utilisent les développeurs pour régler les niveaux de difficulté. Quand on passe du mode facile au mode difficile, on n'affronte pas forcément une IA qui est devenue plus maligne. Non, on affronte surtout une IA qui triche beaucoup plus. Bon, tout ça, ça nous amène tranquillement à la conclusion. Ce qu'il faut retenir, c'est que le but ultime de l'IA dans le jeu vidéo, ce n'est absolument pas d'atteindre une sorte de perfection technique. Cette citation, je trouve, elle résume l'idée à la perfection.
Le but, ce n'est pas de faire une IA surpuissante, c'est de créer une IA qui soit juste assez intelligente, juste assez pour être crédible, pour être amusante et pour nous donner un peu de fil à retordre. Parce qu'au final, la seule chose qui compte, c'est l'expérience de jeu, pas la performance brute de la machine. Et pour finir, on va se quitter sur une question qui, je pense, résume tout. Pour faire un jeu vraiment mémorable, qu'est-ce qui est le plus important ? Une IA objectivement parfaite, une machine qui nous battrait à tous les coups sans même transpirer, ou un adversaire parfait, c'est-à-dire un adversaire conçu sur mesure pour nous pousser dans nos retranchements, pour nous faire douter et pour que la victoire à la fin soit encore plus belle. La différence entre les deux, elle est énorme.